Le raid sur la ruche débute enfin. Alors que Kobe est détenu en captivité par Barbe Noire, les membres du Sword lancent une attaque pour libérer le jeune héros de la marine. C'était évidemment sans compter l'apparition de Garp lui-même qui nous offre pour la première fois une véritable démonstration de sa puissance en détruisant en un seul et unique coup de poing une partie de la ruche. Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez très bien. Comme vous l'aurez constaté, et en plus de nous révéler de nombreux fruits du démon des membres du Sword et de l'équipage de Barbe Noire, ce chapitre nous dévoile l'ampleur de la puissance du grand-père de Luffy. Dans cette review, nous allons donc voir tout ce que ça implique, les raisons qui ont poussé Teach à capturer Kobe et surtout ce qu'Oda nous réserve pour le futur. Je vous invite ce dimanche soir à 20 h pour une soirée en live sur ma chaîne Twitch où on va bien évidemment revenir sur ce chapitre, alors allez me follow là-bas les bros. Et bien sûr, pour le soutien de la chaîne, explosez les likes de cette vidéo, ça va sans dire, sans oublier de vous abonner si vous aimez mon travail. Merci à vous et entrons dans le vif de cette review. Et c'est Kobe que nous retrouvons en ce début de chapitre. Il tente de profiter du chaos pour s'échapper de l'île avec d'autres prisonniers de la ruche. En effet, Teach semble avoir curieusement capturé plusieurs dizaines de personnes d'origines différentes. Nous pouvons y retrouver un membre de la tribu des longs bras, des longs coups et même une minx. On ne sait pas encore vraiment ce qu'ils font ici et à quoi ils sont destinés, mais une chose est sûre, Kobe, lui, aurait parfaitement pu servir à renflouer les caisses de Barbe Noire puisque son avis de recherche, émis par la Cross Guild, atteint les 5 étoiles, pas le Gorosei, mais les 5 étoiles de recherche et font de Jeune Marine un otage à pas moins de 500 millions de berries. Nous apprenons que chaque étoile sur une prime de la Cross Guild correspond à 100 millions de berries, ce qui est un prix moyen pour un simple capitaine de la marine, mais Kobe étant considéré comme un héros, sa valeur est multipliée par 5. Pourtant, ce n'est pas le rôle que voyait Barbe Noire pour le jeune prodige de la marine. En effet, il ne voulait pas l'échanger pour de l'argent, mais bel et bien pour rattacher la ruche au gouvernement mondial. Ah les mecs, on était à ça de valider la théorie de Barbe Noire qui veut échanger Kobe à la Cross Guild. À ça. Mon cœur a failli s'arrêter. Malheureusement, le scénario, pour l'instant, en est tout autre. Encore une théorie à la poubelle. Mais l'intrigue n'en est pas moins intéressante. Pourquoi Barbe Noire souhaite-t-il rattacher la ruche au gouvernement et ainsi en devenir roi? Eh bien, il y a quelques hypothèses qui pourraient expliquer une telle décision. Teach voudrait participer à la rêverie. On va pas se rabâcher éternellement, mais les actions de Barbe Noire sont toujours mûrement réfléchies. Sa plus grande masterclass stratégique reste pour l'instant et sans conteste le plan qu'il a mis en place avant l'ellipse. Devenir Shishibukai en capturant Luffy, ou du moins Ace pour le coup, pour ainsi profiter des privilèges accordés par ce titre, envahir Impel Down, libérant ses plus dangereux prisonniers qui constitueront son équipage. Je le répète, c'est du génie. Puis tout le délire derrière d'en profiter pour attaquer Marineford, tuer Barbe Blanche, récupérer son flou du démon et devenir empereur, il a très clairement explosé le game en un temps absolument record. Teach, tu joues pas avec lui aux échecs, je t'assure de perdre. Que aujourd'hui, en ce magnifique chapitre 1080, notre très cher Barbe Noire décide spontanément de devenir officiellement le roi de la ruche, on me la fait pas à moi. Ce n'est pas aussi facile et ça ne l'a jamais été avec lui. Si on s'inspire de ce qu'il a déjà fait par le passé en tant que Shishibukai, alors peut-être que le titre de roi serait un moyen pour lui d'obtenir une place à la rêverie, et là ça devient intéressant, car cette fois il n'en profiterait pas pour se rendre librement sur Impel Down, pour constituer son équipage, mais peut-être pour accéder à Marie-Joise et se rapprocher de Im, la personne détenant actuellement le titre de roi du monde. C'est le désir de Teach depuis le début, depuis son introduction. Comme il l'a expliqué et proposé à Ace, son objectif est de dominer le monde et il sait exactement comment faire pour en obtenir le pouvoir. Si personne d'autre Kim n'est plus proche qu'elle de profiter de ce titre ultime, alors Teach, en plus d'avoir parfaitement conscience et connaissance de son existence, souhaiterait en finir avec la plus grande puissance du gouvernement. Ainsi, devenir le roi de la ruche, grâce à l'échange de Kobe, lui permettrait d'accéder au cœur de Marie-Joise sans avoir besoin de l'attaquer frontalement. C'est une nouvelle stratégie d'intégration, d'infiltration absolument folle de Teach qui lui donnerait le contrôle absolu après avoir soumis le gouvernement par sa puissance et en devenant le roi du monde. Lui-même l'a dit dans ce chapitre à Kobe, je vais devenir le roi Barbe Noire, c'est mon rêve. Je pense très clairement qu'il ne fait pas tout ça pour être seulement le roi de la ruche, mais un roi à l'échelle mondiale. En tout cas, une chose est sûre, devenir roi officiel de la ruche fait partie d'un plan plus grand. En général, les pays cherchent à s'allier au gouvernement et à devenir des royaumes affiliés pour se protéger des attaques de pirates. Or, Teach est lui-même un pirate et n'a pas à être protégé par eux alors que sa puissance de Yonko est suffisante pour dissuader n'importe qui de l'attaquer. Enfin, n'importe qui, sauf Moria et sauf Garp, mais vous voyez où je veux en venir. Devenir roi, c'est accéder à la rêverie, je ne vois que ça. Et sauf s'il se soucie de la géopolitique de son monde, je l'imagine surtout capable de créer un véritable bain de sang sur Marie-Joise et prendre le contrôle absolu du monde en un seul instant grâce au pouvoir de ces deux fruits du démon.
Du coup, agréable surprise, même si ça ne suit pas ma théorie de base, comme d'habitude, je reste particulièrement intrigué du développement de Barbe Noire, en qui je place mes plus grandes attentes pour devenir la plus grande menace que One Piece n'ait jamais connue. Pour finir avec le cas de Kobe, tout porte à croire qu'il sera sauvé de la ruche, en tout cas les probabilités sont très grandes. Avant de passer à la suite, j'aimerais quand même notifier que Kobe risque à nouveau d'être un héros s'il parvient à sauver les autres prisonniers. Son grade et sa réputation pourraient alors subir une belle actualisation, surtout que c'est apparemment ici qu'il fut désigné comme héros pour la première fois, puisque d'après Avalo Pizarro, Rocky Port se trouve ici même sur la ruche. Mais ça, nous en parlerons un petit peu après. Bon. Maintenant qu'on a vu le rôle de Kobe, il serait peut-être temps de mentionner celui de Perona qui fut présente sur la ruche pour sauver son capitaine Moria. Alors vraiment, que des goats dans cet équipage. Ils sont pas futés, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont fidèles et dévoués. Moria, en plus de porter ses coronesses comme jamais en allant sauver son frérot Absalom, en vain malheureusement, se fait sauver à son tour par la princesse fantôme qui n'a plus de nouvelles de lui depuis plus de 2 ans. Du coup, en plus de sauver les autres prisonniers, Kobe doit également sauver l'ex-Shichibukai qui semble ne pas avoir décidé de collaborer avec Barbe Noire. Encore une théorie qui tombe à l'eau, super. C'est vraiment pas mon chapitre. Cependant, eh bien, on n'en sait finalement pas plus dans ce chapitre, mais apparemment Moria est détenu dans une autre prison que celle où l'était Kobe, et son objectif semble d'aller le secourir. On verra par la suite, car personnellement j'ai très hâte de savoir si Moria a toujours son fruit du démon ou non. Un pouvoir aussi fou et démoniaque que le sien irait parfaitement dans l'équipage de Teach. J'aimerais alors avoir dans un petit flashback comment Barbe Noire retire les fruits du démon de ses ennemis, tout en les laissant en vie grâce à son Yami Yami no Mi. Et là je me dis que Moria serait un bon cobaye pour tout ça. En tout cas, une chose est sûre, nous n'en avons pas fini avec la ruche, et vous verrez un peu plus loin à quel point ce moment de l'histoire peut être important pour la suite de One Piece. Ce chapitre nous dévoile enfin des informations attendues depuis de très longues années, les pouvoirs possédés par les principaux membres de l'équipage de Barbe Noire. Pas seulement, c'est aussi les fruits du démon du Sword et leurs capacités en général qui nous sont révélés. Commençons par l'équipage de Teach avec Avalo Pizarro qui possède le Shima Shima no Mi, le Paramecia de l'île. Ce fruit du démon lui permet de prendre littéralement le contrôle de l'île en fusionnant avec d'une façon semblable qu'avec Pika, mais en bien plus spectaculaire. Tellement spectaculaire même que c'est carrément à travers la ruche elle-même qu'il peut communiquer. Alors sachant que l'éveil des fruits du démon impacte directement l'environnement, il est compliqué de savoir si le Shima Shima no Mi est déjà dans sa forme éveillée ou même si sa forme éveillée est vraiment différente de son utilisation basique. En tout cas, il est clair que ce pouvoir semble être particulièrement dévastateur, surtout qu'il semble capable de ressentir tout ce qui se passe sur l'île en temps réel. C'est vraiment un allié stratégique de zinzin dans une guerre et ça peut peut-être expliquer comment et pourquoi Absalom s'est fait capturer sur la ruche. Lui, avec son pouvoir de l'invisibilité, aurait jamais dû se faire capturer, mais Avalo Pizarro aurait senti sa présence en prenant le contrôle de l'île et donc, bien, Absalom n'aurait pas pu fuir, trop fort en fait. Et en plus, contre toute attente, Avalo Pizarro ne possède pas de fruit du démon Zoan. Voilà, en tout cas, encore un pouvoir parfaitement étonnant, contrairement à son Nakama Vasco Shot qui possède le Gabu Gabu no Mi, littéralement le fruit de l'alcool. Pour le coup, ce fruit du démon, il semble l'avoir depuis toujours, puisque Vasco Shot a comme épithète le roi de la bibine. Alors soit il a trouvé le pouvoir parfait pour lui en l'espace de 2 ans, de traque de fruit du démon, soit il avait déjà ce pouvoir par le passé et donc il est à l'origine de ce titre. Peu importe, car comme je le disais, ce pouvoir lui va parfaitement et il semble d'ailleurs terriblement puissant. Vasco l'a dit, il pouvait enflammer la ville. Ce n'est pas tant étonnant, puisque l'alcool est réputé pour être inflammable, notamment les vapeurs d'éthanol. Si Vasco peut grâce à son fruit transformer certains liquides comme l'eau en alcool ou même l'air environnant, alors en plus d'altérer les sens de ses ennemis, il pourrait les enflammer à son bon vouloir, et c'est vraiment un pouvoir terrifiant. On passe finalement à San Juan Wolf, également utilisateur d'un fruit du démon répondant au nom du Deka Deka no Mi, le fruit de l'agrandissement. Et pour le coup, ce n'est pas vraiment une grande révélation, puisque dans le 3e volume des premières Vive Cards, il était dit explicitement que le San Juan était capable d'augmenter sa taille jusqu'à 180 mètres de hauteur, en plus de sa génétique de géant. Car oui, si vous en doutiez encore, c'est un géant. Et en plus de faire partie de la plus grande race humanoïde du monde, il possède un fruit du démon le rendant capable de grandir encore plus son corps, faisant de lui l'être humain le plus grand de tout One Piece. Mais à mon sens, et en toute logique, son fruit du démon ne se limitera pas à son propre corps. En effet, que ce soit à travers un éveil ou même dans son utilisation basique, je ne vois pas pourquoi le fruit de l'agrandissement ne pourrait pas agrandir tout ce qu'il touche. Ça paraît logique. Un bateau, une arme, une île,
peu importe, il pourrait adapter tout son environnement à sa propre taille et peut-être même ses propres Nakama, même si ça serait peut-être un petit peu abusé à mon sens. Ce qui rend ce pouvoir fou, c'est qu'une toute petite île d'apparence basique pourrait devenir un immense pays, pouvant accueillir des dizaines voire des centaines de milliers de combattants, ou même que justement le plus petit des bateaux puisse devenir un navire de guerre colossal, le plus grand qu'on ait jamais vu. Bref, encore un fruit du démon colossal dans tous les sens du terme. Bon, en tout cas ça confirme vraiment de l'équipage de Barbe Noire qu'ils possèdent tous et sans exception un fruit du démon. Avec les révélations du chapitre 1063 comprenant les fruits du démon de Van Augur, Doku et Jesus Burgess, nous avons enfin l'équipage au grand complet. Enfin, tous sauf un, Lafitte. À notre grande surprise, celui qui démontre les plus grands signes de possession de fruits du démon, comme par exemple et au hasard des ailes blanches lui permettant de voler, est aux abonnés absents depuis très longtemps. En effet, la dernière fois que nous l'avons vu, contrairement à tous les autres membres de l'équipage de Barbe Noire, ça remonte au début de l'arc Zou, autour des chapitres 802. Alors, que fait Lafitte? Où est-il? Quel fruit du démon possède-t-il? Eh bien, n'oublions pas qu'il fait partie du groupe original de l'équipage de Barbe Noire, et que c'est lui qui s'est rendu seul et à la discrétion de tous sur Marie-Joise en pleine réunion des Shichibukai pour proposer la candidature de son capitaine. Déjà, en termes de grosse coronesse, on pose ça là, mais surtout, il possède sûrement un fruit du démon, comme on peut le voir au chapitre 542, arborant de belles ailes blanches. Alors, soit il fait partie d'une race céleste, pas impossible, soit il a un éventuel Zoan. Cette piste est à privilégier puisque, tout comme San Juan Wolf, les databooks Vivecard sous-entendent qu'il possède une habilité à déployer des ailes et à voler. En plus d'expliquer comment il s'est rendu au sommet de Marie-Joise, eh bien ce fruit du démon pourrait être le parfait contraire de Brook, son équivalent dans l'équipage de Luffy. Non mais écoutez, on va pas se mentir, si Luffy et Barbe Noire s'affrontent, leurs équipages respectifs s'affronteront aussi, ok. Et Brook et Lafitte sont clairement destinés à se foutre sur la gueule, qu'on soit bien d'accord. Du coup, Brook étant le roi des âmes et l'incarnation des enfers, Lafitte pourrait être de son côté et ironiquement son parfait opposé en ayant peut-être le Zoan mythique de l'ange expliquant ses ailes blanches et marquant un contraste absolument fou avec le reste de l'équipage de Barbe Noire. Moi je me demande quand même vraiment ce qu'il fait actuellement et soyons honnêtes, il pourrait préparer une masterclass sans équivalent sur Egghead. Et oui, dans le dernier chapitre, un bateau de Barbe Noire a été vu aux abords d'Egghead, là où se trouvent Luffy et tous les autres. Il y a 2 semaines, on se posait la question de savoir quel membre d'équipage pourrait bien y être présent et je pense qu'aujourd'hui, on a un début de réponse. Bah, il est déjà clair que Pizarro, Wolf, Shot et Shiryu n'y sont pas, puisqu'ils protègent actuellement la ruche. Il reste alors Burgess, Devon, Doku, Lafitte et Teach lui-même, sauf que ce n'est pas encore totalement le cas encore une fois. En effet, dans la 2e édition du Road to Laftel, sortie l'année dernière pendant la pause d'Oda de 1 mois, une liste des 10 capitaines titanesques de Barbe Noire a été dressée. Pas de surprise, que des têtes connues, sauf le commandant de la 10e flotte. Oui, il y a un 10e membre d'équipage inconnu que l'on ne soupçonnait pas vraiment. La réponse logique est celle d'Aokiji, lui qui est désormais vu tout le temps aux côtés de l'équipage de Barbe Noire. Certes, c'est une possibilité effectivement, et d'ailleurs je suis convaincu que ce dernier se trouve à bord du bateau près de Egghead. Mais il est bel et bien possible que le 10e commandant de flotte ne soit pas l'ancien amiral, mais un autre pirate. Ainsi, sur Egghead se trouverait Lafitte qui nous dévoilerait son fruit du démon officiellement dans les prochains chapitres. Aokiji, car celui-ci est énormément lié aux récentes révélations que nous avons eues dans cet arc avec Ohara, Zoro et Robin. Possiblement Teach, puisqu'il est absent de la ruche, bien que j'ai du mal à imaginer une rencontre entre lui et Luffy sur Egghead, mais bon, qui suis-je pour le juger? Et finalement, il y aurait ce mystérieux 10e commandant. Il a imaginé c'est York depuis le début en fait, et Barbe Noire vient la récupérer. Non, je rigole, mais imaginez quand même. Bref, vous l'aurez compris, le mystère autour de l'équipage de Teach est d'une épaisseur dingue. Moi, là, je suis en plein kiff. Vraiment, ces derniers chapitres, c'est le bonheur ultime et absolu. Je suis passionné par Barbe Noire et son équipage, et là, on découvre tous ces nouveaux éléments qui apportent à la fois des petites réponses et qui nous poussent dans de nouvelles théories. Je sais pas, c'est absolument génial. Je pense que je ne saurais pas être objectif sur ce genre de chapitre, c'est mort. Et c'est même pas fini, car un des trucs qui m'a le plus choqué dans ce chapitre, c'est ce sous-entendu que Rocky porte l'incident provoqué par l'eau pendant l'ellipse, et donc Kobe en ressortira comme héros, s'est en fait déroulé ici sur la ruche. En effet, Avalo Pizarro met en garde Vasco Shot sur les dégâts qu'il pourrait occasionner sur la ruche, car ils viennent tout juste de réparer les dégâts de l'incident de Rocky Port. Alors là, pour le coup, les refs, je m'y attendais pas, car cet incident n'a jamais été rattaché à l'île en question, du moins pas directement. Certes, au chapitre 1059, nous apprenons des mots de Barbe Noire qu'il est parvenu à vaincre Wang Zi et récupérer la ruche pendant l'incident de Rocky Port, et grâce à l'intervention de Kobe, mais voilà.
pas plus quoi. Du coup ça signifie que Law a attaqué la ruche pour récupérer 100 cœurs de pirates à donner à la marine et devenir Shichibukai, pendant que Kobe au même moment a possiblement libéré certains esclaves qui se trouvaient sur la ruche, comme il le fait aujourd'hui. Wangzi étant à ce moment-là l'actuel résident de cette île, a subi l'opportunisme de Teach qui a profité de ce chaos pour vaincre l'ancien Rox et occuper son territoire. Il y a donc fort à parier que ce dernier se trouve lui aussi dans une cellule au plus profond de la ruche, peut-être même aux côtés de Moria. Bref, je m'égare, mais si l'incident de Rocky Port s'est donc véritablement déroulé sur la ruche, alors ça sous-entend que Kobe est déjà venu et que les citoyens qu'il a sauvés d'après les mots de Kiros sont en réalité d'autres esclaves comme il le fait aujourd'hui. À vrai dire, je ne suis sûr de rien, mais si cet incident a encore des répercussions plus de 300 chapitres après sa première mention, j'imagine qu'il est encore plus important qu'on peut le croire, et avec un petit peu de chance, on pourrait bientôt avoir un petit flashback à son sujet. Surtout que Law était également un grand nom lié à Rocky Port. Et devinez qui l'a affronté récemment? Barbe Noire. Comme par hasard. Beaucoup d'événements et d'histoires tournent autour des mêmes personnages, et c'est le moment parfait pour avoir une véritable conclusion. On va enfin pouvoir passer à la suite. En tout cas, je me permets de rajouter une chose. Ce qui m'a vraiment choqué dans l'interaction de l'équipage de Barbe Noire, c'est qu'ils ont strictement aucune coordination, aucune synergie entre eux, au point qu'ils aient passé la moitié du chapitre à se demander qui pourrait bien s'occuper des esclaves qui s'enfuient. Et un équipage comme ça, aussi indécis, c'est clairement une porte ouverte à l'implosion. Encore une fois, je peux pas m'empêcher d'y voir un copier-coller de l'équipage des Rox, connu pour s'entretuer. Même s'ils ne vont pas jusqu'à cet extrême, ils semblent avoir beaucoup de mal à se supporter. C'est clair que quand on voit un équipage aussi soudé et aimant que les Mugiwara, on s'imagine très facilement à quel point le pouvoir de l'amour pourrait l'emporter sur l'équipage de Barbe Noire. Piouf. Bon, ça a pris un moment, mais la moitié du chapitre est plus ou moins analysée. Passons au Sword, qui fut à mon avis l'une des meilleures surprises que j'ai eues depuis longtemps en fait. Non mais, clairement au début, je vais pas le cacher, ils m'ont pas du tout vendu du rêve. Non mais c'est bon, là avec le Cypherpod, j'en avais ras-le-bol d'être pris pour un pigeon à attendre des masterclass de la marine. Ben mon gars, ce chapitre m'a réconcilié avec tout ça. En plus de nous dévoiler les pouvoirs des membres du Sword, on découvre un petit peu leur origine, l'origine de cette organisation. Pire encore, en un seul chapitre, ils ont fait 10 fois plus que Cypherpol depuis la fin de l'ellipse. C'est vraiment prodigieux, je suis choqué, voilà. Je le dis, je suis choqué. Donc, voici les pouvoirs du Sword et leur descriptif. Kujaku, petite fille de la grande officière Tsuru, a mangé le Mushi Mushi no Mi, le fruit du fouet qui lui permet de commander absolument tout ce qu'elle fouette. Par pitié. Pas de blague vaseuse avec ça, je vous en supplie, par pitié. Son pouvoir a été utilisé sur des bâtiments de la ruche et grâce à ça, elle pouvait contrôler librement leur position, leur inclinaison, leurs mouvements, ce qui a formé une espèce d'arène infranchissable autour des pirates de Teach. Vraiment un pouvoir de fou comme on pouvait l'attendre de la descendance de Tsuru qui a ou avait un mari. De son côté, Prince possède le Gunyo no Mi, le fruit de l'argile. Il peut modeler des golems invincibles et particulièrement puissants, à en juger les dégâts qu'ils occasionnent dans les rangs de Barbe Noire. Pour l'instant, j'attends d'en voir un peu plus pour juger ses capacités totalement, mais une fois encore, Prince Grus donne la sensation d'être très fort et imperturbable. J'imagine que son fruit du démon doit cacher un potentiel de malade. Pour finir, nous avons la jeune Hibari, elle qui semble avoir un crush sur Kobe et qui pour l'instant n'a pas montré de signe de fruit du démon. En revanche, elle en a pas vraiment besoin puisque ses compétences au fusil sont suffisantes pour pacifier tous les tireurs de l'équipage de Teach avec les GP Flower. Pour rappel, c'est une invention développée par Vegapunk et révélée en cover du chapitre 1073 qui transforme la poudre à canon en fleurs, tout simplement. Hibari a donc mis la main sur cette grande invention pacifique et a semble-t-elle réussi à tirer avec précision dans le canon de tous ses adversaires pour transformer leur poudre en magnifiques petites fleurs. Voilà, le tour est vite fait. Maintenant, nous allons pouvoir découvrir et analyser le fonctionnement du Sword au sein de la marine, ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils peuvent apporter dans One Piece finalement. Vous avez donc suivi l'histoire. Teach voulait utiliser la réputation de Kobe pour l'échanger contre la reconnaissance de la ruche en royaume aux yeux du gouvernement. Sauf que problème, si le plan ne paraît pas dégueulasse du tout sur papier, Kobe révèle faire partie du Sword, un groupe inconnu aux yeux de Teach, mais pas celui d'Aokiji apparemment, puisque c'est lui qui va nous expliquer le rôle du Sword vis-à-vis de la marine. Cette unité est en fait constituée exclusivement de soldats ayant officiellement démissionné de leur fonction. Ce rôle officieux leur permet alors des choses que la marine ne leur permet pas réellement à l'origine, comme ignorer les protocoles de base et attaquer un empereur sans avoir besoin d'autorisation. La contrepartie, c'est que la marine peut les abandonner n'importe quand. Ils obtiennent donc une certaine liberté au prix de ne plus bénéficier de la protection offerte par cette instance militaire. C'est pourquoi le plan de Barbe Noire d'échanger Kobe était inutile, car ses supérieurs pouvaient déclarer ne pas être à l'origine de ses agissements et ainsi lui rejeter la faute, ou tout simplement dire qu'il ne fait plus partie de la marine. Bon, alors,
c'est assez étonnant, mais plutôt intéressant également. Je ne sais pas comment le Sword a été mis en place, quelles sont ses véritables origines, hein, et comment les marines qui en font partie décident de le rejoindre, mais j'ai l'impression que ce groupe ne constitue que des soldats ayant un très haut potentiel que les chefs de la marine ne voulaient pas perdre. Par exemple, et pour expliquer l'intégration de Kobe, j'imagine que c'est suite aux événements de Marineford lorsqu'il a vu Akainu être prêt à massacrer la vie de ses propres soldats pour absolument rien. Akainu représentant un idéal à ses yeux en tant qu'amiral, hein, le rêve de sa vie, Kobe aurait donc présenté sa démission suite à cette guerre. Ses supérieurs lui auraient donc proposé une deuxième chance, rester dans la marine officieusement à travers les Swords. Agir comme il le souhaite, avec sa propre justice, tout en étant coupé de l'idéologie actuellement extrême, absolue de Akainu. Ainsi, et pour tous les membres du Sword, la marine aurait fini par les décevoir au plus haut point, ce qui les poussa à la quitter une première fois. Alors c'est une partie très intéressante qui peut nous permettre du coup à la fois de découvrir certains membres du Sword pas encore révélés et inversement expliquer la présence dans cette organisation de certains d'entre eux. Je veux parler d'Ibari par exemple, c'est totalement théorique, hein, attention, mais les traducteurs japonais s'accordent à dire que le dialecte qu'utilise Oda dans ses mots est incroyablement similaire à celui d'Akainu. C'est même la première fois qu'il est autant similaire avec un personnage. Et donc, eh bien, on peut se demander s'il s'agit de sa fille. Elle aurait rejoint la marine pour suivre les traces de son père, volontairement ou non, jusqu'à décider de quitter cette organisation suite à la violence extrême que son paternel pouvait montrer vis-à-vis de ses soldats. Elle aurait quitté la marine en même temps que Kobe, mais tout comme lui, aurait été retenue pour une deuxième chance en faisant partie du Sword. Ça pourrait d'ailleurs expliquer cet attachement qu'elle a vis-à-vis de Kobe, lui qui a failli se faire tuer par son père. Oh, les repas de famille, ils devaient être trop dingue. Pas seulement, de nombreux autres personnages liés à la marine pourraient faire partie du Sword si on suit la logique émise par Aokiji. Ce dernier, par exemple, même si je le pense révolutionnaire, pourrait parfaitement avoir quitté la marine après son duel contre Akainu pour ne pas être au pouvoir de sa justice absolue, mais en tant qu'amiral d'une puissance colossale, ses supérieurs lui auraient proposé de faire partie du Sword. De cette manière, et tout comme Drake, il aurait pu rejoindre l'équipage d'un empereur pour l'espionner de l'intérieur. Le seul problème avec ça, c'est que l'explication qu'il a donnée à Teach du Sword est un véritable contre son camp du coup. Mais écoutez, le mec aurait quand même pas eu l'audace d'expliquer son propre plan à son propre ennemi. Ça serait trop improbable. Donc bon, j'aime beaucoup l'hypothèse d'Aokiji, membre du Sword, elle est totalement possible, mais qu'il explique le vrai sens de sa propre unité à l'ennemi qu'il a infiltré serait bien trop risqué à mon goût. Je sais pas, ça paraît fou. Smoker à son tour pourrait parfaitement être un membre du Sword également, on le sait doté d'un vrai bon fond, n'aimant pas l'injustice, très pote avec Aokiji, ça ne serait pas une très grande surprise. Mais à mon sens, la plus grande révélation qui ne fait quasiment plus aucun doute suite à ce chapitre, ce n'est nul autre que Monkey D. Garp lui-même et en personne. C'est très simple, il y a deux éléments qui confirment cette hypothèse. Aokiji explique que les membres du Sword peuvent attaquer un empereur sans aucune autorisation, et c'est précisément ce que Garp a fait si on remonte au chapitre 1071, lorsqu'il exprime son désir d'aller sur la ruche, Dol lui demande s'il a reçu l'autorisation des supérieurs pour défier un empereur, ce à quoi il répond « Hein, mais pourquoi j'en aurais besoin ?» Voilà. Alors soit c'est un petit lapsus révélateur de sa part, mais effectivement, pourquoi en aurait-il besoin s'il fait partie du Sword, tout simplement. Le deuxième exemple, c'est dans ce chapitre lorsqu'il arrive sur la ruche. Un pirate dit que c'est impossible puisqu'il devrait normalement s'être retiré. Et oui, officiellement, Garp se serait retiré de la marine ou ne serait plus considéré comme un soldat actif, mais continuerait pourtant de mener quelques missions secrètes au sein du Sword. Alors après, c'est peut-être totalement une extrapolation de ma part, hein, car Garp a toujours été un électron libre, même à l'époque de Roger, comme on peut le voir au chapitre 0, il suit sa propre voie, sa propre route, et si la marine lui accorde tout ça, c'est grâce à son titre de héros légendaire et sa puissance hors norme. Toutefois, lui qui est le mentor de Kobe, il ne serait pas étonnant de le voir appartenir à la même unité secrète, ce qui collerait plutôt bien avec sa présence ici sur la ruche aux côtés des autres membres du Sword. Bon, et justement, on en parle de sa présence. Lui qui arrive du ciel, détruit une partie de la ruche avec son Galaxy Impact. Un coup de poing incroyable enduit de Haki des Rois faisant l'effet d'une bombe sur l'île des pirates. Le poulet les gars, le poulet savoureux ces derniers temps, c'est juste magique. Les deux personnages dont on attendait le plus la démonstration de puissance, Shanks et Garp, nous font l'honneur d'atomiser leur adversaire en un seul et unique coup. Est-ce si étonnant de voir une telle puissance dégagée par Garp? Spoiler, non. N'oublions pas que c'était le rival de Roger dans la marine. Ce dernier l'estimait à un tel point qu'il quémandait sa présence pour avoir un affrontement digne de ce nom. Vu l'ampleur de l'attaque qu'il vient de nous montrer, Garp et Roger devaient fendre le ciel en deux à de nombreuses reprises. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il s'agit que d'une infime partie de sa puissance, de sa vraie puissance. N'oublions pas quand même que Garp, il a 78 ans. 78 ans le ref.
à la moitié de son âge, lors de son combat contre Chebek à God Valley, sa force devait être encore bien plus grande. En fait, c'est simple, God Valley n'a pas disparu par une arme antique ou quoi que ce soit. Je vous spoil, non, c'est juste Roger et Garp, plus Chebek, qui l'ont atomisé à force de se foutre des patates atomiques. C'est la seule explication en fait. Du coup, comme je disais en introduction de cette partie, il ne fait pas de doute que Garp possède le Haki des Rois d'ailleurs. On peut facilement reconnaître sa forme avancée et enduite sur son poing, caractérisée à la fois par les éclairs mais aussi par l'ongle de choc, du coup tout simplement. Comme on peut le voir, il peut frapper sans toucher les signes caractériels du Haki de l'armement avancé et du Haki des Rois. Donc oui, nous en avons la confirmation aujourd'hui que tout comme son petit-fils, Garp possède le Haki des Rois. Et j'ai envie de dire encore heureux. En voyant cette scène, je n'ai pas alors cessé de me demander, et Dragon dans tout ça? Lui dont le père et le fils sont capables d'une telle prouesse, ne posséderait pas le Haki des Rois et ne serait pas capable de détruire une ville en utilisant ce dernier? C'est impossible. Les refs, je ne vois pas dans quel monde Monkey D. Dragon ne posséderait pas la même puissance destructrice, c'est dur à dire ce mot, ne posséderait pas la même puissance destructrice que Luffy et Garp. Tout d'abord et de manière totalement objective, Dragon est censé avoir l'un des meilleurs Haki des Rois du manga. L'argument est très simple et très convaincant, plus ta volonté et tes actes sont grands, plus ton Haki gagne en puissance. Luffy veut et va devenir roi des pirates, normal que son Haki soit aussi fou. Garp est le héros légendaire de la marine, la plus grande organisation militaire du monde, le marine par excellence, normal que son Haki soit à ce niveau-là également. Mais Dragon mon gars, lui il veut libérer le monde de l'entrave des dragons célestes, il veut faire chuter les dirigeants ultimes, il rallie des pays entiers à sa cause. Son armée s'étend à travers toutes les mers, mon ref. On pouvait avoir du mal à se rendre compte de la puissance de cette famille, ou même de la puissance de Dragon, mais les faits de son père ne font plus aucun doute. Il doit être capable des mêmes prouesses que le héros de la marine, sans forcer. C'était fou, comme toujours, de voir nos fantasmes de lecteurs prendre vie sous nos yeux. Voir Shanks combattre pour la première fois après 20 ans d'histoire, pareil pour Garp aujourd'hui, alors qu'il n'a mis KO personne. En tout cas, une chose est sûre, heureusement que Sengoku l'a arrêté sur Marineford. Sinon, Akainu n'aurait jamais existé. Bon, et bien pour conclure, je tiens à dire que tout cet événement autour de la ruche sera à mon sens déterminant pour plusieurs choses, car si vous ne l'avez pas encore remarqué, nous avons là une reproduction très fidèle de God Valley actuellement, et je vais vous l'expliquer car c'est totalement fou. La ruche est l'ancien QG de Roxy Chebek, qui est lui-même à l'origine de l'incident légendaire de God Valley. Kobe, le héros, révèle dans ce chapitre avoir joint ses forces avec des pirates et tente de sauver les esclaves de la ruche. God Valley, quant à elle, était une île qui fut protégée par l'alliance inattendue d'un pirate et d'un marine, Roger et Garp, et les esclaves présents ont pu être sauvés. Garp qui deviendra par ailleurs, et tout comme Kobe, le héros légendaire de la marine après cet incident. Car oui, Kobe est devenu officiellement le héros suite à l'incident de Rocky Port pendant l'ellipse. Rocky Port qui nous est révélé se trouvant justement sur la ruche dans ce chapitre. Le parallèle qu'Oda a mis en place entre la ruche et God Valley est absolument fou. Ça l'est encore plus en partant du principe que Barbe Noire, voulant devenir roi, serait le digne héritier de Roxy Chebek, voulant devenir roi du monde, et que Garp, l'homme l'ayant combattu, arrive justement pour sauver son apprenti. Je pense avoir pu vous convaincre en quelques mots à quel point c'est explicite, à quel point la ruche et God Valley se ressemblent. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer? Que la ruche soit rayée de la carte, tout comme God Valley, ou même qu'elle possède un secret très bien caché et un tabou à l'image des dieux? C'est possible, mais ça, il n'y a que personne qui peut nous le dire et nous le faire comprendre. C'est Garp lui-même. Il est le seul encore en vie ayant vécu ces événements. Si les prochains chapitres sont encore axés sur lui, on peut alors peut-être espérer qu'il décide enfin de parler de Chebek pour la première fois, que la ruche lui rappelle certains souvenirs, que la vision de Barbe Noire lui déclenche une image de Chebek tant il semble animé par la même malveillance. Peu importe, tout ce que je veux, c'est en apprendre plus sur les Rocks et découvrir que l'ombre de Chebek continue de planer sur le monde à travers sa réincarnation. Je vous souhaite une bonne semaine les bros, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez-moi ce dimanche soir sur Twitch et le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Alors portez-vous bien, peace les bros.